CCP, les CCG aussi, les cahiers de charges, les spécifications techniques, les devis, vous aurez aussi le rapport d'évaluation, les procès-verbaux des réunions, le projet de marché ou toute modification du marché et toute autre exception en cas de plainte. Vous aurez aussi toutes ces documentations doivent être compilées et doivent être archivées pour le besoin d'un examen a posteriori. Alors aussi, il faut aussi ne pas oublier que pour tout document, clarification aux soumissionnaires, ça aussi, il faut les garder. Toutes les PV de négociation aussi, il faut les garder. Donc, entre autres, toutes les documentations que vous avez produites durant un processus de neuil doivent être compilées, doivent être documentées ou doivent être mises ensemble dans le cas d'un seul dossier. Donc, bien. Alors là, on va parler un peu de Notus. Alors, c'est quoi Notus? Notus, c'est un système utilitaire de traçage des non-objections. C'est un outil qui est en ligne. Vous savez, si vous avez travaillé avec plusieurs bailleurs de fonds, vous allez voir que chaque bailleur de fonds a un système différent qu'il utilise pour le traçage de ces non-objections. Dans le cas du FIDA, l'outil s'appelle Notus. Et je pense que vous avez tous, vous l'utilisez tous déjà. Hein. Alors, tous les avis de non-objection émis par le FIDA doivent être traités dans Notus. Et ça inclut le suivi de la soumission du plan de passation des marchés, le suivi de l'approbation du plan de passation, l'intégrité du plan de passation, mais aussi le contrôle des versions du plan de passation des marchés. Donc, tout doit être mis en ligne pour l'approbation du FIDA. Donc, et l'avis de non-objection. Alors, l'avis de non-objection, c'est une reconnaissance qu'un document, une activité est conforme au processus établi et envisagé. Par contre, ce n'est pas une approbation du processus en tant que tel. C'est juste une reconnaissance ou bien une confirmation que le processus est en ligne avec ce qui a été convenu avec le FIDA. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'atteler à aller voir un peu si vous avez bien fait les choses, s'il y a le Notus ne va pas déceler s'il y a eu des instances de fraude, de corruption ou ces problèmes-là. Et l'avis de non-objection devient caduque, c'est-à-dire nul, si l'une des prémices ou un document s'avère faux ou inexact. C'est-à-dire qu'on va vous donner l'approbation, mais l'approbation ne veut pas dire qu'on a vérifié l'exactitude ou bien la bonne foi de celui du processus en tant que tel. Des questions? Non, pas de questions. Donc, alors, les caractéristiques d'un bon avis d'appel d'offres. La formulation de l'avis de non-objection ne doit pas être ambiguë, c'est-à-dire qu'il doit être aussi clair que possible, inclure autant d'informations qui sont susceptibles d'aider celui qui va réviser la non-objection à comprendre le projet, à comprendre le projet de contrat, ou bien à comprendre le processus en tant que tel. Il doit être complet, ça suppose qu'il est complet, mentionner les documents et les activités qui sont inclus. Il doit être cohérent avec le processus, avec les décisions qui ont été prises et bien sûr les précédents avis de non-objection s'il y en a eu. Ça viendra au fur et à mesure de l'exécution du marché ou bien du processus d'appel d'offres. Les avis de non-objection sont formulés par écrit et non à l'oral. Donc, Notus permet une gestion efficace des avis de non-objection. C'est-à-dire, si vous avez eu, disons, vous avez discuté avec le FIDA, vous avez eu, disons, une non-objection orale, même si la personne avec laquelle vous vous êtes entretenu vous a donné cette non-objection, disons, cet avis oralement, ça ne suppose pas que
que le FIDA a donné sa non-objection. Tout doit être mis par écrit, c'est-à-dire sur le système en tant que tel. Et je vois des questions, Julia. Oui, nous avons la main levée de la part de... Ok, Nobaten. Merci. Je voulais juste demander, est-ce que la non-objection est rétroactive? C'est-à-dire au cas où, par hasard, je dis bien par hasard, ce qui ne devrait pas vraiment se faire, mais nous sommes des humains, ça peut arriver, on oublie de soumettre un avis de non-objection, or on devait le faire, et qu'on fait 1 mois, 2 mois, et qu'il y a un risque de dépenses inéligibles, est-ce qu'on peut toujours soumettre un avis de non-objection? C'est pour cela que je demandais, est-ce que la non-objection peut être rétroactive? Merci. C'est-à-dire, disons, par exemple, que vous aurez dû demander la non-objection sur un contrat particulier et après vous avez signé le contrat et puis vous êtes revenu. Voilà. Ça dépendra de comment celui qui va revoir votre cas, qui est en charge de votre cas, votre point focal, va justifier, va voir le cas. Par exemple, on a un cas, il y a un cas qui est récent, et c'est un cas où disons que le contrat est venu à terme et qu'ils ont oublié de soumettre une demande d'addendum. Non seulement ils ont oublié de soumettre une demande d'addendum, mais ils n'ont même pas fait l'addendum. Donc le contractant a continué l'exécution de son contrat, alors qu'il avait dépassé, il était en dehors du contrat, disons. Et ça a créé un problème parce que là, c'est un peu un peu similaire à votre cas où ils ont oublié de non seulement reconduire le contrat, mais aussi demander une non-objection. On est en train de réviser la situation. En principe, vous ne devez pas le faire. Il faudra vraiment justifier le cas pour lequel vous avez omis. Là, comme je vous l'ai dit, ça dépend de celui qui est votre point focal et comment il va interpréter la situation. Dans le cas de ce pays, quand j'ai reçu je ne travaillais pas avec le FIDA, mais on m'avait demandé un avis sur ce qui s'est passé. On a revu le contrat et le contrat en tant que tel n'expire pas. C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au cas par cas. À mon avis, c'est ce que j'ai dit, même si le contrat a une durée de vie qui a été stipulée, les activités, elles, en tant que telles, la durée des activités qui a été convenue dépasse le contrat en tant que tel, la durée de vie du contrat. Donc, il y avait une erreur manifeste dans ce cas-là et il fallait, corriger le contrat en tant que tel. Mais dans votre cas, comme je n'ai pas vraiment le détail, je ne peux pas stipuler si c'est une dépense inéligible ou pas. Vraiment, je suis plutôt du côté, je pense plutôt que lorsque une demande, c'est-à-dire une activité vraiment devient inéligible, quand il y a vraiment une intention manifeste de la part du projet pour faire ça. Parfois, il arrive qu'on oublie, on est tous des humains, donc on peut toujours, ça n'engendre pas nécessairement l'inéligibilité du processus en tant que tel si vous arrivez à l'expliquer. Maintenant, ça dépendra de celui que votre point focal et comment il va interpréter les choses. Disons, faute avouée, moitié pardonnée. Merci. Oui, j'ai eu plusieurs. Pour schématiser un peu, hein. Oui, j'ai eu plusieurs autres cas avec d'autres bailleurs de fonds, donc je vois que parfois ils oublient, ça arrive, ça glisse de temps en temps, ce genre d'oubli glisse ici et là, mais vraiment il faut que le projet prouve qu'il n'y a pas eu d'intention déclaré pour qu'il fasse de cacher ce genre de ne pas c'est une intention déclarée pour de ne pas être disons acting on faith, on appelle ça être en toute honnêteté quoi. Donc tout à fait.
Merci. Oui, je vous en prie. Ce projet-là, avec ce pays, ils ont oublié, et puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu plein d'autres problèmes. Donc, il fallait essayer de les pousser à justifier, que la justification soit autant honnête, mais aussi dans la légalité des procédures, quoi. Voilà. Exactement. Merci. Parfait. Je vous en prie. Merci, merci. On continue avec Chebou. Oui, bonjour. Donc, madame, j'interviens par rapport toujours à Notus, en lien avec les avis de non-objection, tel que ça a été formulé dans votre tableau actuel. Nous avons des difficultés avec Notus sur la qualité de l'avis de non-objection qui est restrictif. Je m'explique, nous formulons généralement les demandes de non-objection de façon très claire pour que tout soit compris. Mais bon, bien malheureusement, la formulation sur Notus est très restrictive. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'amélioration sur les caractères ou la formule de Notus. C'est-à-dire qu'il y a peu de... Comment j'allais dire? Je dis qu'il y a peu d'explications. Il n'y a pas assez de précision dans les avis de non-objection qui sortent sur Notus, du fait qu'il y a un champ limitatif. Toutes les lettres sont standardisées et maintenant il y a juste un petit champ qui permet de prononcer l'avis de non-objection et il n'est pas très bien clair souvent. C'est vrai qu'on a la formulation que le FIDA n'a pas d'avis de non-objection, c'est très clair. On aurait souhaité quand même de donner plus d'informations. En tout cas, nous avons des cas pratiques où l'avis de non-objection doit apporter des précisions sur une bonne formulation de l'avis. Et effectivement, le tableau demande que la formulation de l'avis ne doit pas être ambiguë. Voilà un peu, donc c'est une requête que je pose. Les concepteurs de Notus doivent essayer d'améliorer la formulation ou les possibilités de formulation sur Notus de l'avis de non-objection pour permettre à celui qui donne l'avis de non-objection de clarifier vraiment les termes de l'avis. D'accord. D'accord, j'ai mis ça aussi en note. Je vais envoyer, je pense que l'on va communiquer tout ça à Madame Marie-Claire pour qu'elle puisse nous aider sur ce point-là aussi. Donc, c'est plutôt une observation, n'est-ce pas? D'accord, ok. Autre question? Norim, nous n'avons pas de questions. D'accord, donc on va voir. On va continuer un peu. Alors, là, on va voir le nouveau. Madame Julia vous a envoyé le nouveau plan de session. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que tout le monde a reçu... Qui n'a pas reçu le plan de passation? Parce qu'on va je vais un peu vous montrer comment ça marche. Tu penses que tout le monde a reçu? I think everyone got it. Donc, on va aller voir le plan de passation. Est-ce que vous arrivez à voir Can you see my screen? Yes, we can. Yeah. Yes, yes. Parfait. D'accord, c'est bien. Donc, alors, maintenant, le FIDA utilise mise en place un nouveau plan de passation de marché. Alors, ce nouveau plan, il est très similaire à celui que vous utilisez, mais il comporte des petits macros de nature à vous faciliter un peu le travail pour que ce soit un peu plus rapide lorsque vous remplissez le plan de passation. Alors maintenant, le nouveau plan de passation a quatre pages. Alors bien sûr, la première page, c'est un guide rapide qui va vous permettre de remplir vous guider pour remplir votre plan de passation. On a maintenant un sommaire. Le sommaire, c'est la première page que vous devez remplir. Donc, dans ce cas, c'est le pays, disons, vous remplissez les informations pertinentes au pays, au nom du projet, au projet, numéro du projet. Et vous avez ici
une cellule catégorie d'approvisionnement. Cette catégorie d'approvisionnement va en principe reporter tous les montants, automatiquement tous les montants que vous avez au niveau des biens. C'est-à-dire le total que vous allez trouver ici, montant total, sera reporté sur la page sommaire. Donc vous ne devez pas toucher à ce tableau-là. Ce tableau-là sera rempli automatiquement. Vous avez deux choix, soit choisir la monnaie qui a été convenue dans la lettre d'emprunt. Dans ce cas, vous allez le dollar, l'USDR ou bien l'euro. Ou bien vous avez aussi l'équivalent en monnaie locale que vous pouvez rentrer aussi. Donc vous aurez le sommaire va reporter les montants prévus ainsi que les montants réels pour chacune des catégories biens, travaux et services consultants. Alors le nouveau plan de passation inclut que 3 catégories. La catégorie biens, travaux et les services. Alors les services, tout ce qui est services de consultants et services consultants entre firmes sera dans la catégorie services. Tous les services qui sont liés, par exemple, à un bien donné, eux, ils seront inclus dans la section biens. Disons, par exemple, si vous avez acheté une voiture et que la voiture, vous devez faire des travaux, de la maintenance, donc vous avez un contrat de maintenance. Ce contrat de maintenance, il est lié à un bien qui est la voiture et devra être mentionné dans la catégorie bien et non en tant que service. Le FIDA ne le considère pas en tant que service, mais le considère en tant que bien. D'accord? Donc, une fois que ce tableau-là, vous n'avez pas à le remplir, il est rempli automatiquement. Vous avez ici le seuil préalable, ce sont les montants que vous devez introduire, qui seront en ligne avec la lettre à l'emprunteur. Également, la méthode de passation des marchés et des seuils. Je vais vous montrer un autre exemple en même temps. Donc ça, c'est la page, ça c'est le format bit, mais je vous montre aussi ce que ça. Alors, ce qu'on fait pour un autre projet de ça. Alors, dans le cas de ce projet-là, on a eu, d'accord. Donc, le cas de ce nouveau projet, alors vous allez voir que, par exemple, ici, le montant qui est reporté, je ne le mets pas. C'est un montant qui reflète, par exemple, pour les biens. Pour ce projet-là, pour les 18 premiers mois, on a une estimation de coût de 1 843 $. Vous allez retrouver cette information un peu en haut. D'accord, donc c'est un peu le total. C'est pas un peu, c'est en fait le total de toutes les activités que vous avez ici. C'est tout le montant total de toutes les activités qui sera rapporté automatiquement. Vous n'aurez pas à faire le total ou bien à faire le calcul. Même chose pour les biens, les travaux. Voilà, les travaux. Là, ici, un exemple. Voilà, c'est le montant qui sera rapporté. Et même chose pour les consultations. Donc aussi, vous allez être amené à mettre les examens, le seuil des examens préalables, les méthodes de passation. Je vous montre le projet aussi, c'est ce qu'on a summary. Donc dans le cas de ce projet, on n'a pas encore mis les revues a priori parce qu'on attend toujours la confirmation de la note du risque. Mais aussi ici, on va devoir la remplir à un certain moment, une fois qu'on a convenu ça. Après, il faut remplir chacune des feuilles en Excel. Alors, vous allez voir aussi que chaque feuille va rapporter automatiquement les informations que vous avez mis au sommaire ici. Le pays, le nom du projet, le nom du numéro du projet, tout ça sera rempli. Si vous mettez, par exemple, disons que vous mettez votre nom, moi je vais mettre mon nom, Azali, approuvé par Julia. Bien. Et bien, ces informations-là seront rapportées immédiatement
ici, là, je ne le vois pas, mais en principe, ça devrait se refléter immédiatement. Mais bon. D'accord. Après, c'est vraiment le plan de passation que vous remplissez en général qui est le même. Hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence, sauf que dans ce cas-là, on a un peu automatisé les choses. Donc, disons pour les descriptions, si vous mettez achat de voiture, là, le financement, disons, IFIDA 100%, vous avez un seul lot, la zone du projet, donc disons zone 1. Est-ce que c'est un processus de post-qualification, pré- ou post-qualification? Disons, dans ce cas, c'est un post-qualification. Vous demandez une revue préalable ou bien posteriori, disons que ce sera préalable. Votre méthode de passation, vous avez toutes les méthodes qui sont listées en fait. Hein. Disons que ce sera appel d'offres national. Et on vous demandera combien d'enveloppes, une enveloppe, et vous avez un montant, disons, je vais mettre juste 90 000 $. Disons que si vous utilisez le dollar, la même que dans le pays, vous gardez 90, sinon vous faites la conversion en monnaie locale. Disons pour ce projet-là, on va utiliser le dollar. Alors, une fois que vous venez à la préqualification, donc le système est automatisé. Ça veut dire qu'une fois que vous sélectionnez ici la procédure, appel d'offres national, est une procédure de post-qualification, le système va changer. Donc, vous n'aurez plus d'informations à entrer au niveau de préqualification. Vous voyez, ça, c'est automatiquement, vous avez non applicable au niveau de la préqualification. Si, par exemple, je change ici et je décide que c'est une procédure qui requiert une qualification, préqualification, vous allez voir que ça va changer. Donc, on va faire un exemple simple de post-qualification. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de préqualification. Donc, toutes ces étapes-là, on va les considérer. Et on va venir là à la soumission des appels d'offres et on va rentrer une date. Donc, disons que vous voulez vous projeter de soumettre votre document d'appel d'offres pour approbation le 1er février 2020. Alors, vous voyez, lorsque vous faites entrer la date que vous voulez, le système, l'Excel sheet va faire un calcul automatique jusqu'à la date de signature du contrat. C'est des prévisions que le système va faire, cet Excel sheet va faire pour vous. Maintenant, vous pouvez changer les dates. Disons que si vous changez la date, disons, vous voulez vous projeter de soumettre le 12 août 2020. Le système va automatiquement faire des prévisions. Maintenant, ce que j'avais remarqué, c'est que si vous faites entrer, vous devriez faire entrer les dates en anglais. Parce que j'ai remarqué que si vous entrez ça en français, l'Excel ne marche plus. Donc, disons, on va essayer, je vais mettre septembre 2020. Il ne marchera pas. Donc, il faudra faire attention à ce que vous fassiez, vous rentrez les dates, soit en termes écrits, disons 30 décembre en anglais, donc 2020, là vous aurez toutes les dates, ou bien vous pouvez peut-être changer ici, donc on change 11, vous aurez un changement, donc disons, voilà. Vous pouvez changer directement ici, ou bien écrire dans la cellule en tant que telle. Alors, voilà. Non, on va voir ça pour les biens, on va voir la même chose pour les travaux. On va voir un peu les travaux, disons, les travaux réhabilitation des canaux. C'est un travaux de réhabilitation, donc ça, on dira que c'est IFIDA, disons 70%. Donc, vous aurez, si vous avez plus d'un lot, il faut aussi le mettre. Donc, lot 1, disons lot 1, ce sera route. Lot 1, canal 100. Et lot 2, ce sera notre canal 300.
zone du projet. Là, ce sera le projet que zone 1, zone 1. Ça, on va le remplir zone E. Donc, vous allez choisir aussi si c'est une pré- ou post-qualification. Donc, dans ce cas, on va mettre ça en tant que post-qualification. Revue préalable a posteriori, disons revue. Cette fois-ci, on a ce qu'on a fait, revue, pardon, on a fait revue post-revue, post-review, méthode de passation, disons appel d'offres international. Les enveloppes, on aura 2 enveloppes, disons, le montant, non, une seule enveloppe, et le montant, disons, 700 000 $. D'accord. Alors ici, c'est la même chose. On va mettre une date prévisionnelle de soumission. Ce sera, disons, 22 octobre, en anglais, là, 2020. Et c'est, pardon, non, on n'a pas fait de présélection, donc il n'y a pas de présélection. D'accord, pardon. Non. Donc, il n'y a pas de présélection. Voilà, donc il n'y a pas de procédure de présélection puisque c'est un, oui voilà, c'est un seul, on a choisi une enveloppe, donc il n'y a pas de présélection. Par contre, si je mets présélection en 2 enveloppes, en principe, je devrais, non, par contre, même la même chose, donc, c'est préqualification, voilà. C'est quand on choisit la préqualification que le système change. Dans ce cas, quand on sélectionne la préqualification, ça suppose qu'il y a une présélection et c'est là où le système, vous aurez les dates prévisionnelles. Si on va voir un peu, si on change à post-qualification, donc les dates automatiquement sont annulées et ici, il faudra annuler, donc annuler la date. Donc, on va entrer une date, disons, la date octobre. Vous aurez des dates prévisionnelles jusqu'à la date de signature du contrat. Alors, cet outil est aussi assez intéressant parce que vous pouvez aussi choisir d'avoir d'aller à l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ici, vous voulez commencer une procédure à une date particulière, le 22 octobre. Le petit système va vous donner un peu une indication quand est-ce que le contrat devrait être signé. Par contre, si vous voulez qu'un contrat soit signé à une date précise et que vous vouliez savoir combien de temps ça va vous prendre pour lancer l'appel d'offres, c'est aussi possible. Alors, dans ces cas-là, ici, on va voir le tableau, on va aller à... Okay, je vais un peu mettre ça en dessous, comme ça, ici. Donc, on va sélectionner la dernière cellule, c'est la date de signature du contrat. On va sélectionner les données. Sur données, on va sélectionner analyse scénario et on va sélectionner valeur cible. Sur la valeur cible, la valeur cellule à définir, c'est la cellule dans notre cas AF16 et c'est la date qui est liée à la date de signature du contrat. La valeur à atteindre, vous allez par exemple dire j'ai besoin de savoir que le contrat doit être signé, disons, le 15 mars 2020. Là, pardon. 15. Pardon, la valeur à atteindre, c'est là, je me suis trompée. La valeur à atteindre le 15, c'est 3. Pardon, ou un nombre décimable. Ok, j'essaie un peu de définir. La valeur à atteindre. Bon, alors hier ça marchait, aujourd'hui je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas.
mars, D'accord, on va voir. De toute façon, c'est écrit dans le guide rapide ici. Si vous voyez le guide rapide, on va regarder un peu le guide rapide. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, on va vous expliquer comment faire pour aller au contraire un peu, pour refaire la même étape, mais de façon à ce qu'on commence le contrat pour avoir la date, quand est-ce que la procédure doit commencer, pour les précisions. Attendez. Là. Donc, on va... Alors... Donc, le guide, pour ce cas-là, donc, on va sélectionner la goal seek, donc on va voir données, analyse scénario, valeur cible. Et là, le set cell, c'est la cellule qui a normalement été sélectionnée à l'étape 1. Donc, c'est la cellule, voilà. C'est la première cellule qui a été sélectionnée. Dans ce cas-là, on va prendre ça. La valeur à atteindre, c'est la date pour laquelle vous voulez avoir le contrat signé. Donc 30, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il dit, 33 2020. Et la valeur à modifier, ben, ce sera, c'est là. La valeur doit contenir une formule. D'accord. Bon, je vais revoir ça. Parce que pour moi, ça marchait très bien. Je ne sais pas pourquoi là. Hier, j'avais essayé, ça marchait. Là, aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord. Mais je vois des questions. Julia, ici, lots of questions. Yes, yeah. Nous avons des questions dans la chat aussi. Okay. Even though I guess that the question raised in the chat from Raf, Monsieur Raf, de représentante de Prospéré. I guess I would address this question to Marie-Claire because it concerns the dates to be put in the PPM because because he is saying that IFAD asked them to modify the dates because the dates they put were public holidays or weekends. Do you know how to reply, Rim, or we are waiting for Marie-Claire to reply? Oui, en fait, vous avez la dernière cellule qui est l'estimation du temps. Alors, c'est une estimation qui est donnée par rapport, c'est une estimation générique. Mais vous pouvez, en tant que projet, changer ou bien réviser ces dates-là. Par exemple, pour la demande des prix, disons pour un appel d'offres national, vous avez un minimum soumission et c'est une approximation pour toutes les étapes de passation des marchés. Vous savez, par exemple, pour l'appel d'offres national, où il n'y a pas de préqualification, vous n'êtes pas, et pour laquelle vous n'êtes pas, il n'y a pas de requis pour soumettre la non-objection. Il y a un minimum de jours de 7 jusqu'à 7 jours. Donc, il n'y a pas d'approximation puisque la procédure ne s'applique pas dans le cadre de l'appel d'offres national. Si vous soumettez pour la date de non-objection, c'est la minimum 7 jours et un maximum de 10 jours pour un retour. On va mettre une approximativement, ce sera, disons, 7 jours. Ces dates-là, vous pouvez les changer. Si vous avez, par exemple, disons, un appel d'offres avec préqualification à enveloppe unique pour lesquels vous pensez que, disons, il y aura un jour, durant cette période-là, il y aura un jour de non travaillé ou bien un jour férié. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur l'estimation du temps et faire les changements. Hein. Vous pouvez changer par ligne aussi, mais aussi par le document en tant que tel. Vous pouvez également revoir le PPM pour changer les lignes. Là, si vous avez des dates de, disons, si la soumission coïncide avec un jour férié, ben vous allez rajouter peut-être un jour ou bien déduire un jour. Ça, le système vous permet de le faire. Les dates qui sont transmises, par exemple, c'est-à-dire quand je fais rentrer une date là, toutes ces informations-là, vous allez les trouver en estimation du temps. Donc c'est ça,
C'est une réflexion des dates qui sont là. Mais vous pouvez aussi introduire des changements. D'accord, je vois qu'il y a des questions, Julia. Ok, merci Rim. On commence avec Véro. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question c'est que j'ai bien suivi votre manipulation tout au début de l'ouverture du fichier Excel là. Il y avait deux questions, deux boutons là qui dit mettre à jour, ne pas mettre à jour. Est-ce qu'il y a un impact sur les travaux qu'on va faire, la saisie, si on ne met pas à jour ou on ignore ces deux questions-là? Merci. Et en principe, si vous ne mettez pas à jour, ça va avoir un effet sur le PPM, puisque les informations ne seront pas, quand vous ne mettez pas à jour, les informations, ça va impacter le sommaire, puisque les montants ne seront pas reportés, d'accord? Et donc, quand vous allez envoyer le document, il y aura le document ne sera pas complet, hein, il ne sera pas correct. D'accord. Et quand on tombe sur cette question-là, donc il faut cliquer mettre à jour. Voilà. Alors, oui. Et quand vous rajoutez toutes les activités, disons que vous remplissez tout le document, et vous devez, si vous avez d'autres activités à rajouter, par exemple dans ce cas-là, vous ne mettez pas, vous avez ces trois petites lignes ici. Vous devez copier la ligne et la coller. Vous ne devez pas rajouter des lignes. Parce que les lignes incluent déjà la formule. Donc, il ne faut pas rajouter. Chaque fois, il faut aussi, quand vous préparez ce document, c'est-à-dire vous pouvez les cacher, mais il ne faut jamais enlever cette partie-là de 1 à 4 pour tous les biens. Vous allez trouver ça pour les travaux aussi. Donc, chaque fois que vous avez une ligne à rajouter, vous copiez et vous rajoutez pour garder la même formule. D'accord. Des questions, Julia, sur questions? Oui, merci. Merci Véro pour votre question. On continue avec Souley Maman. Is he on mute? I'm asking him to unmute. Okay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous me recevez? Oui. Ma question, elle est relative à une certaine rubrique là par rapport au nombre de lots. J'ai vu que vous avez rempli tout de suite là le lot numéro 1 et le lot numéro 2, mais c'était dans la colonne des prévus et réalisations. Donc ma question, c'est de savoir si par exemple on a jusqu'à 6 lots, c'est à nous de créer des rubriques pour les ajouter ou bien comment ça va se passer. Parce que là, quand vous avez introduit le lot numéro 1 et le lot numéro 2, c'est dans la colonne prévue et réalisation. Et non, pour moi, chaque lot devrait avoir sa colonne prévue et réalisation. Si on a 6 lots ou 10 lots, comment est-ce qu'on va procéder? Oui, c'est un peu ma faute là. Mais il faudra en général mettre les lots ici. Donc, si vous avez 2 ou 3 lots, il faut les mettre. C'est un peu, je m'excuse, je me suis trompée. Mais vous pouvez aller sur format cellule. Parfois, vous créez d'autres, comment dire, format cellule. Oui, non, il faut mettre les informations, les lots, il faut tous les mettre ici, pardon. C'est un peu ma faute, je m'excuse. D'accord, donc on met, on met le nombre requis de lots. Oui. D'accord, merci. Merci Soleil. On continue avec Maro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Moi j'ai une question assez simple aussi. C'est là, je vois une colonne où on met enveloppe. Oui. Tout à l'heure, vous mettiez soit 1 ou 2. Ça, je n'ai pas compris de quoi il s'agit là. Les enveloppes sont liées à la méthode d'évaluation, à votre méthode de passation des marchés.
il y a des méthodes, comment on dit, une enveloppe ou deux enveloppes. Et une enveloppe, c'est lorsque vous ouvrez les offres techniques et financières en même temps. Donc, c'est là où on parle d'une enveloppe. Mais par contre, si vous avez disons, des services où vous avez l'ouverture de l'enveloppe technique, vous faites l'évaluation et vous les faites l'évaluation, il y aura des soumissionnaires qui seront retenus au niveau de l'évaluation, puis après vous revenez à une deuxième step pour ouvrir les offres financières. Et c'est là où on parle de deux enveloppes. Mais lorsque vous ouvrez l'offre financière et l'offre technique en même temps, là on dit que c'est une enveloppe. Ok. C'est compris, merci. Oui, et par rapport au monsieur qui avait dit que, je me rappelle, j'ai pris une question où il se demandait comment faire lorsqu'il y a l'instance qui doit approuver également. Et que aussi, il y a le FIDA qui doit approuver. Donc, il y a l'instance nationale et l'instance du pays qui doit approuver. Et ben, lorsqu'il s'agit de ces cas-là et que vous savez que la procédure d'approbation, la procédure prend beaucoup plus de temps, l'estimation, vous avez la possibilité de réviser l'estimation ici. Donc, vous avez la clôture, la date de non-objection, soumission, par exemple, du rapport de combiné d'évaluation ou d'évaluation des offres. Vous devriez prendre en considération également le temps, bien l'estimation du temps que votre instance nationale va prendre pour vous faire un retour. Donc, si c'est plus élevé, pour les faire aussi combiner. Donc, lorsque vous avez dans disons ici, la non-objection, date de non-objection, donc comme vous l'avez bien précisé, il n'y a que la date de non-objection du FIDA seulement. Il n'y a pas la date de non-objection également, on ne prend pas en considération les temps, bien les délais des autres instances d'approbation. Donc en général, dans la date de non-objection, vous pouvez faire le total de l'estimation du temps que la commission d'évaluation va prendre, plus celle du FIDA. Et vous mettrez peut-être une note en bas pour expliquer les délais qui sont, par exemple, si vous pensez que si les délais paraissent assez élevés. Et aussi, vous aurez la possibilité de faire la modification au niveau de l'estimation du temps, du tableau d'estimation du temps également. Je ne sais pas qui m'a posé la question, mais je me rappelle que oui, c'est monsieur Neftali qui m'avait posé cette question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Non, je ne sais pas. Monsieur Neftali? Oui, merci. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à cette question parce qu'effectivement, dans l'ancien système en Excel, les deux étapes étaient séparées. Maintenant, comme vous dites qu'on doit cumuler les deux délais d'examen préalable national et du FIDA, oui. Comme ça c'est clair. Merci. Oui. Et celui qui va réviser de toute façon votre point focal, vous pouvez mettre dans l'Excel une petite notation pour expliquer que ces délais, le délai inclut un cumul de la Commission nationale, mais également du FIDA. D'accord. Pour les seuils de l'accord préalable, vous allez les trouver en général dans le sommaire. Alors, ce sont ici. Le nouveau Excel sheet, le nouveau plan de passation vous permet d'introduire des informations sur l'examen préalable des seuils. Et également les seuils des méthodes de passation des marchés. Merci. Merci Rim. On continue avec Véro. Oui, merci. Je reviens un peu sur la question que M. Le Raf a posée tout à l'heure. Par rapport aux dates fériées, je veux dire dimanche et samedi, parce que je me souviens, c'était la dernière année, ou en 2018,
nous avons soumis notre PPM au FIDA et l'expert de passation de marché, M. Mamadou, a vérifié notre PPM et il nous a recommandé de changer toutes les dates qui sont tombées en dimanche et samedi. Est-ce que cette ce nouveau tableau prévoit ces recommandations où toutes les dates sont calendaires? Parce que quand j'ai lu le guide rapide, il y avait quelque part qui disait que toutes les dates sont des dates calendaires. Est-ce que cela veut dire que si elle n'est pas prise en compte par le nouveau tableau-là, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de problème s'il y a des activités qui tombent en dimanche ou samedi? En principe, lorsque vous faites rentrer des dates et que, disons, qu'il y a une activité qui tombe un jour férié ou bien un jour un samedi, dimanche, en principe, vous devriez changer la date, la première date et vérifier. D'accord? Si par exemple, voilà, c'est vérifier, c'est la première date que vous changez. Et il faut vérifier ligne par ligne alors, mais ce n'est pas pris en compte dans le calcul automatique. Non, le tableau ne prend pas en fait en compte les jours fériés. Donc disons, on va voir là, si je change une date, disons, je veux commencer le 27 juin, je vais lui dire le 27 il ne prend pas en compte. Donc, il faudra que vous fassiez, ce sera un petit peu un travail manuel, de revoir les dates. D'accord. Malheureusement, on n'est pas... peut-être qu'on devra un peu revoir l'Excel sheet pour le rendre un peu plus efficace, mais je vais noter ça, Madame Marie-Claire. Peut-être qu'on peut faire un changement. Hein. Merci. Merci. On continue avec Nobaten. Oh, Marie-Claire? Oui, salut, bonjour de nouveau à tous. Si vous voulez, je reprends tous les questions à la fin. D'accord? J'attends que tous les participants posent leurs questions et après je reprends à la fin si ça va. Merci. D'accord. Bon, je prends une autre question alors. Ok, merci. Nobaten, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Moi, je pense que je voulais juste faire une contribution. Je pense que pour éviter les jours fériés, en faisant l'exercice avec notre responsable de passation de marché, nous avons remarqué que Pardon, je ne vous entends pas. On ne vous entend pas. Un moment, because Nobaten muted himself, I'm trying to ask him to unmute. je reprends ou... Non, on ne vous a pas entendu. Alors, et puis la connexion, souvent ça se coupe. C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? Oui, oui, on vous entend. C'est pas bon? Ah d'accord, donc je reprends. Je reprends? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci de confirmer. Ok, merci beaucoup. Alors, on s'excuse parce que non seulement il pleut, mais la connexion est instable. Ok, merci beaucoup. Non, je voulais juste faire une contribution. Je ne sais pas si c'est Arim donc de voir si c'est bon, c'est pas bon. Je disais que pour éviter les jours fériés ou dimanche, on pourrait toujours, en mettant la date de départ, je disais que pour éviter, en faisant l'exercice ici au niveau du préfet, avec les collègues, nous avons remarqué qu'on pourrait éviter les dates de dimanche ou férié, si nous connaissons ces dates-là, en jouant sur les estimations.
Parce que là-bas, on peut faire 1 jour, 0 jour, 2 jours. Bon. C'était juste une contribution. Mais moi, je voulais intervenir sur 2 points. Alors, le premier point, c'est au niveau du sommaire, la version 1. Quand est-ce qu'on aura une version 2? Est-ce que c'est après un avis de non-objection ou après tout changement? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, disons, la fréquence de soumettre le plan de passation de marché à avis de non-objection. Est-ce que c'est tout changement majeur ou minimum que soit, on doit le soumettre pour non-objection ou bon, on peut faire des changements mineurs. Voilà, c'était mes deux points. Merci. En fait, tout changement, vous allez voir ici, c'est par exemple, comme vous voyez dans le sommaire, il y a la version 1.0. Alors, toute modification donnera lieu à un changement. En principe, on s'attend à ce qu'il y ait un plan de passation par an. Donc, disons, la première année, ce sera 1. Au niveau de la première année, si la première version, ce sera 1,10. Si durant cette année, vous avez fait une modification, que ce soit vous avez rajouté des activités, ou bien que vous ayez enlevé des activités, que vous ayez changé de méthode de passation, ou bien que le seuil de révision est changé. Donc, du fait de ce fait, vous avez changé. Ou bien vous avez changé l'échéancier. Donc, il y a des activités que vous avez prévues. Il y a des projets, par exemple, qui avaient prévu des activités en janvier, en février et mars, mais dû au Covid, ils n'ont pas pu exécuter. Donc, ils ont revu l'exécution, revu le relancement de cette procédure vers le 3e terme, vers octobre. Donc, dans ce cas, c'est une modification. Et dans ce cas, en fait, c'est toujours la même version. C'est la version de l'année 2020, mais avec un changement. Et le changement sera 1,1. C'est la version 1. C'est la version 1.1, pardon. Si durant la même année, vous avez, disons, enlevé une activité, et une activité, vous ne voulez plus acheter de voiture, donc vous allez réviser votre plan de passation, et ce sera la version 1.2. Disons également que vous avez rajouté des activités, ce sera la version 1.3. D'accord. Si je peux ajouter, oui, Novaten, si je peux ajouter, quand vous recevez la présentation, vous verrez qu'il y a une slide. Oui, vous verrez qu'il y a une slide qui a géré le plan de passation. Et là, il y a décrit les situations dans lesquelles vous aurez une version nouvelle. Ou, oui, d'accord, vous le verrez. Tu l'as passé déjà, Rim, n'est-ce pas? La présentation. Et c'est écrit aussi également ici, c'est écrit aussi dans le guide rapide, vous allez trouver ça également dans le guide rapide. D'accord. Voilà, dans le guide rapide, vous allez trouver ce qui constitue une actualisation et une amélioration. On vous dira, qui dit que la version du plan de passation doit être actualisée pour chaque actualisation et chaque amélioration. Et elle doit être uniquement indiquée dans la feuille de synthèse et sera automatiquement reportée dans les feuilles de calcul. Alors, le premier chiffre 1 doit être conservé pour l'intégralité de la période de 8 mois ou bien de 12 mois qui présente la durée du plan et est modifié pour la période ou l'année suivante. C'est-à-dire la première année, ce sera 1, la deuxième année, ce sera 2 et ainsi de suite. Par contre, si vous avez des changements dans la même année, c'est là où vous allez, c'est ce qu'on appelle une actualisation. C'est là où vous gardez le même chiffre, mais vous allez changer le deuxième chiffre. Ce sera pour l'année 1, c'est-à-dire ce plan de passation, c'est le plan de passation de la première année, version 3. Si la deuxième année, ce sera le premier plan de passation qui sera approuvé pour la deuxième année, ce sera 2.0. Alors, durant la deuxième année, si vous faites des changements, ce sera 2.1 ou bien 2.1 et ainsi de suite. La troisième année, ce sera la version 3. D'accord? Version 3. En fait, le premier chiffre va indiquer l'année d'exécution.
Et le deuxième chiffre, la version, combien de fois ce document a été révisé durant cette année? Ok, merci. D'accord. On prend une autre question? Oui, on continue avec Rado et puis nous voyons les questions dans le chat. Rado, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. C'est pas une question, c'est une suggestion par rapport à la gestion des dimanches, samedi, jours fériés. Parce que là, si on regarde bien le PPM, dès que la date de lancement, soumission du dossier d'appel d'offres est saisie, ça génère au moins une dizaine de dates. Donc, si on change une fois pour que la date d'ouverture de pli ne tombe pas, par exemple, un dimanche, donc si on changerait la date de soumission, peut-être une autre date va tomber un samedi ou un dimanche, par exemple, la soumission du rapport d'évaluation, etc., etc. Donc, on risque de, je dirais, de tourner en ligne. Donc, pour un PPM qui comprend une centaine de lignes, va engager beaucoup de temps. Moi, je voudrais suggérer, parce que moi, j'ai travaillé avec deux autres bailleurs de fonds dans le passé avant de travailler avec le FITA. On ne prête pas beaucoup d'attention à ce genre de, je dirais, c'est important, mais je voudrais suggérer que est-ce que le FITA peut, disons, recommander à ce qu'on on ne bloque pas un plan de passion de marché pour ce genre d'aspect, mais on émet une recommandation, c'est-à-dire on donne la non-objection pour le PPM tout en suggérant de revoir certaines dates qui tombent un dimanche ou un samedi. C'est une suggestion. Hein. Voilà, c'était ma suggestion. D'accord. Alors, Madame Marie-Claire est avec nous, donc on peut lui exposer le problème. Madame Marie-Claire? Oui, je suis là. Donc, alors, oui, ils ont fait une remarque au fait que leur plan de passation de marché avait tendance à être bloqué quand le point focal révise le plan de passation et qu'il trouve qu'il y a des dates qui sont suggérées, que les dates suggérées tombent un week-end ou bien un jour férié. Alors, ce que j'avais suggéré, c'est de changer la première date, mais c'est vrai qu'ils ont raison parce qu'il se peut que des dates ultérieures tombent un week-end. Donc, ils ont proposé ce que le réviseur, celui qui révise, ne prenne pas en compte, c'est-à-dire qu'il ne bloque pas la procédure pour changer, juste pour changer de ces dates, mais qu'il mette une recommandation. Oui, mais bien sûr. Oui, absolument. Oui, mais merci, absolument. Ce qu'on ne fera pas, c'est entrer dans les dates. Bien évidemment, si vous utilisez ce plan qui vous donne les dates automatiquement, vous pourrez aussi, comme Rim vous a expliqué, modifier s'il y a certaines dates ou s'il y a certaines périodes, par exemple, où la passation ne va pas... ne doit pas compter comme la période de Noël ou la période des fêtes d'hiver ou d'été selon où vous êtes. Donc là, vous modifiez manuellement. Et le FIDA ne regardera pas, disons, les dates, chaque date dans le processus. Ce que le FIDA veut voir, c'est évidemment la description, que ça soit lié au PTBA, que la méthode de passation et de sélection soit correcte et que la revue soit a priori ou a posteriori soit bien déclarée dans. Merci pour vos observations quand même, merci. Et parce qu'apparemment, il y a un projet qui est passé par là, donc où on oui. leur a demandé de changer. Donc... Oui, absolument. Est-ce que je peux, si ce n'est pas trop est-ce que je peux demander le pays ou le projet, s'il vous plaît?
Madagascar. D'accord, merci. Non, non, c'est important parce que là, je vais voir avec les responsables et évidemment leur informer qu'on a fait cet atelier et que la révision soit faite selon ce qu'on a parlé aujourd'hui, selon ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci. Alors, oui, et d'autres questions? Ok, merci, merci. Un moment, Madame Véro, nous avons une remarque, deux remarques dans la chat de la part d'Auguste. Auguste, question sur les ppm. S'il vous plaît, Auguste, proposez votre question en vidéo directement. Merci. Ok, bonjour. Je suis Auguste de la Côte d'Ivoire, projet PADFA. Je voudrais savoir si il faut un ppm par bailleur, il faut élaborer un ppm par bailleur ou pas, parce que j'ai vu une colonne financement où on a mis FIDA. Est-ce que par exemple, si j'ai 3 bailleurs, dans le cadre de notre projet, par exemple, il est cofinancé au FIDA, État de l'État, est-ce qu'il faut un plan de passation par bailleur ou bien de faire un plan de passation uniquement pour l'ensemble? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un plan de passation, un formulaire de plan de passation édité par la direction des marchés publics. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on prend celui que le FIDA nous donne maintenant là, ou bien est-ce qu'on fait celui-là et puis on reprend les mêmes informations sous l'autre format pour la direction des marchés publics? Bon, je ne sais pas trop comment on gère. D'accord, je prends ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Auguste. Donc, sur le ppm et le PTBA par bailleur, évidemment, c'est mieux si vous en avez ou vous le faites par projet, c'est-à-dire sur un projet, vous avez plusieurs bailleurs, vous le mettrez dans votre PTBA et de la même façon, c'est mieux, je crois, de le mettre dans le ppm. Pour le FIDA, il n'y a pas de souci, ça dépend de vos autres bailleurs. Mais normalement, on veut le voir soit dans le PTBA, soit dans le ppm par bailleur. La première question. La deuxième question, sur le modèle que vous avez au niveau national, et il y en a plusieurs dans notre région aussi que la région de l'Ouest. Le FIDA n'impose pas ce modèle-là. Ce que le FIDA demande, c'est que les informations soient toutes incluses. Donc, si vous avez un plan national qui répond aux requêtes du FIDA, qui contient toutes les informations nécessaires, vous pouvez utiliser votre plan national. Celui-là, le plan que le FIDA propose aujourd'hui, c'est un plan qu'on utilise quand on voit que le système national ne contient pas toutes les infos nécessaires. Et en plus, c'est un plan qu'on offre au projet, si vous voulez, parce que c'est amélioré. Disons, l'estimation du temps, c'est quelque chose qui, si elle est faite automatiquement pour vous, ça vous rend le travail un peu plus facile. Et aussi la guide, le sommaire, d'accord, le sommaire soit au début du plan, là vous avez une page sommaire, soit le sommaire dans chaque table. Je crois que ça facilite le travail. J'espère avoir répondu. Merci. Ok, merci Marie-Claire. Oh, merci, merci. Une autre question dans la chat de la part d'Ibrahim. Oui, je prends la question. Je vois, est-ce que les décisions de nos objections sont-elles irrévocables? Exact. D'accord, merci. Donc là, les décisions, je confirme que les décisions de nos objections ne sont pas irrévocables.
je veux vous lire l'article 68 des directives pour la passation des marchés, dont j'espère que tout le monde en a une copie. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à la télécharger sur notre site. C'est important à propos de nos objections de savoir ce que les directives nous disent. C'est-à-dire, même si un marché a été adjugé après un avis de non-objection du FIDA, celui-ci peut toujours invoquer une irrégularité de la procédure s'il conclut que cet avis a été rendu sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou trompeuses, ou que le contrat a été modifié sans son aval. D'accord? Dans ces cas-là, l'avis de non-objection n'est pas irrévocable. Donc, on peut le retraire, comme on dit en français. On peut le nullifier. Donc, disons. retirer. Retirer, c'est ça. Merci, Rima. Donc, ça, c'est l'article 68 des directives sur la passation que vous pouvez télécharger du site du FIDA. Si vous n'arrivez pas, Julia peut vous en envoyer si vous voulez contacter pour en avoir une copie. Merci. Oui, merci. Merci Marie-Claire. On continue avec la main levée de la part de Véro. Oui, merci. Non, on est déjà passé à d'autres sujets là, mais je m'adhère complètement avec la suggestion de M. Rad tout à l'heure par rapport à le problème de dimanche et samedi, puisque quand on saisit la première fois, comme on fait l'Excel, là, ce sont simplement des estimations, mais je pense que c'est la réalisation qui compte. Et donc, chaque projet ne va mettre pas une date de dimanche pour une signature. Voilà. Pardon, Rim, je crois qu'il y avait une question que j'avais demandé de retenir jusqu'à la fin, une question sur le plan que peut-être j'ai... En fait, on vous a mis beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. J'attends qu'on termine avec le chat pour qu'on vous donne les questions que j'avais relevées. Ah, parfait. Merci. Voilà. Merci. D'accord. Il y a d'autres questions, je pense, je vois. Ok, on continue avec Ophira, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Très bien. Oui. En fait, ma question, c'est en relation aussi avec ce que Rad et Véran ont déjà évoqué. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de toucher les paramétrages déjà effectués sur le format des dates. Mais c'est à nous de faire en sorte que les dates effectives ou bien réelles ne tombent pas le week-end ou férié. On va pas je pense qu'on va pas se bloquer sur les dates prévisionnelles, mais surtout sur les réalisations. Voilà, merci. D'accord. On prend une autre observation ou question, Julia? Ok, oui. De la part de Philippe. Philippe, j'ai trois petites questions. La première question concerne justement le plan de passation des marchés. Dans notre projet, il y a ce qu'on appelle les unités de facilitation et de coordination régionale. Et ces unités ont le droit de passer les marchés au niveau région jusqu'à 50 000 $. Est-ce que ces unités doivent avoir leur propre plan de passation des marchés ou leurs marchés peuvent être incorporés dans le PPM au niveau siège? C'est la première question. Deuxième question,
est-ce qu'il y a un montant minimum à mettre dans le plan de passation des marchés, parce qu'il y a de petits marchés qui sont vraiment insignifiants? Est-ce qu'on doit mettre tous les petits marchés dans le plan de passation des marchés? Et troisième question, je vois dans le plan de passation des marchés, il y a 3 lignes. La ligne prévue, la ligne réelle et une 3e ligne. Je ne sais pas alors si la 3e ligne est importante ou si on doit mettre des données dans cette 3e ligne. Voilà, c'était les 3 premières questions, les 3 petites questions que j'avais. Merci. D'accord. Non, la 3e ligne, c'est une ligne pour séparer les activités en fait. C'est à chaque fois que vous, par exemple ici, vous avez la première activité, c'est l'achat des voitures, puis on va séparer, c'est juste pour visuellement, que ce soit esthétiquement, disons esthétiquement parlant, assez lisible pour tout le monde et c'est clair pour tout le monde. Donc cette ligne-là, on la remplit pas, elle reste libre. D'accord, donc vous avez ici achat de voiture, vous aurez ici achat de fourniture de bureau, et dans ce cas-là, vous ne remplissez pas cette case. Cette ligne-là ne se remplit pas, d'accord? Concernant le plan de passation de marché, en fait, le plan de passation de marché doit comporter tous les éléments, même ce que je ne vois pas un peu ce que vous voulez dire par insignifiant, parce que même lorsqu'il s'agit d'un petit achat, disent des petits achats, donc dans ce cas, quand vous sélectionnez la méthode de passation, ce sera une modalité shopping nationale. Donc, même si c'est un petit montant, vous êtes toujours amené à le reporter. C'est quand même des dépenses. Ce sont des dépenses sur le projet et donc ils doivent être reportés dans le plan de passation. Après, tout dépend de ce que vous voulez dire par cela. Hein. Et pour la 3e question qui est liée au plan de passation des exécuteurs régionaux, mais eux, vous allez utiliser le plan de passation du projet. Par contre aussi, les provinces ont leur propre plan de passation, ils peuvent utiliser leur plan de passation, il n'y a pas de problème, mais on va se baser sur les délais et sur les informations du plan de passation du projet, le plan de passation général du projet, ce qui est ce format-là. Et même si les provinces vont exécuter une partie, vous allez rapporter, disons que vous avez des travaux de construction et qu'une partie de ces travaux de construction ou bien de réhabilitation sera exécutée par une province. Même si ça ne se reflète pas sur on ne va pas demander le plan de passation de la province, mais on va se baser sur le plan de passation général, celui-ci, qui va nous permettre de savoir si le processus d'évaluer et d'apprécier le processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. D'accord. Ok, merci. Mais vous avez aussi l'obligation de faire le suivi avec ces provinces-là. Hein. Si vous êtes au niveau de l'unité de gestion, vous avez l'obligation de faire le suivi avec toutes les procédures que les autres provinces sont en cours d'exécution pour ce qui concerne le projet. D'accord ? Oui, d'accord. D'accord, ok. On prend une autre question? Oui, merci. La dernière question que nous avons vient de la part de nos baptêmes. Ok, merci. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Moi, c'était sur la préparation et l'approbation. C'est marqué sur le sommaire et au niveau des feuilles, bien travaux services. À un moment donné, préparé par, approuvé par. Est-ce qu'on nomine, c'est-à-dire qu'on dit préparé par Nobaten, approuvé par Abdou, ou est-ce qu'on dit préparé par l'équipe de passation de marché, approuvé par? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, est-ce que quelqu'un peut préparer et approuver? Je sais que
juger parti, c'est pas bon, mais est-ce que je pose quand même la question? On ne sait jamais. D'accord. Alors, se préparer, c'est la section, c'est celui qui prépare le plan de passation qui va mettre son nom. En général, c'est celui qui est, c'est une personne qui est impliquée dans le processus de passation c'est une personne qui fait partie de l'unité de gestion du projet. Ça peut être le gestionnaire du marché, des passations de marché, ou ça peut être son assistant, ça peut être quelqu'un qui l'aide, mais en général, c'est quelqu'un de la passation des marchés qui va préparer ce document. L'approbation, comme vous l'avez dit, on ne peut pas être jugé partie, donc elle est en général approuvée par une instance qui est plus élevée que la passation. C'est l'instance qui approuve le processus, les acquisitions en tant que telles. Ça dépend, par mon expérience, ça dépend d'un projet à un autre, d'un pays à un autre. Dans certains pays, c'est l'unité, c'est le coordonnateur de l'unité qui l'approuve. Dans d'autres pays, on demande à ce que ce soit quelqu'un de plus élevé au niveau du ministère de l'irrigation, du ministère de l'agriculture. Ça dépend c'est l'autorité en général qui est en charge d'approuver les acquisitions, bien les marchés publics. Merci. Mais ce n'est jamais celle qui prépare ne peut pas approuver. On ne peut pas approuver son travail. Hein. Il faut toujours quelqu'un d'autre qui puisse nous revoir les activités, revoir notre travail. Un extérieur. Merci. Oui. Pas systématiquement en extérieur, hein. Vous pouvez avoir au sein du même projet. Ça dépend vraiment des mécanismes de gestion du projet qui sont approuvés au sein du projet, mais également qui sont approuvés dans le sein du PIM. Vous voyez le projet de gestion d'exécution, manuel d'exécution du projet, dans la partie passation, vous devriez trouver ces informations. C'était dans ce sens-là que je voulais dire extérieur. Merci. D'accord, ok. En fait, quelqu'un d'autre ou quoi? Quelqu'un d'autre qui n'est pas le... Voilà, exactement. Voilà. Merci. Merci. Rim, je prends donc quelques questions qui a été que tu as gardées pour moi. Oui. Alors, la dernière question, je commence par la dernière et on y va. Merci. Il y en avait aussi sur Notus, je crois, n'est-ce pas? En fait, elles sont tous au niveau du Notus, c'est pour ça. Ah, d'accord, parfait. Oui, vas-y. Voilà. Merci. D'accord. Alors, la dernière question que j'avais reçue, c'est au niveau de l'avis de non-objection. Il y a eu une observation sur la qualité de l'avis de non-objection. On dit que la formulation des avis de l'avis de non-objection est très restrictive. Il y a peu d'explications, il n'y a pas assez d'explications et on aimerait bien qu'ils aient plus d'informations dans l'avis de non-objection et d'apporter un peu plus de précision ou bien d'observation. D'accord, merci pour l'observation. Je confirme que l'avis de non-objection est automatiquement généré par le système, que normalement il faut y entrer et ajouter des infos. Donc ça c'est de training que je dois faire au directeur pays et donc c'est bien si vous pouvez me donner les noms des pays, s'il vous plaît, qui vous ont posé ces questions, ces observations. Merci. Je n'ai pas pris note du nom, mais la personne pourrait peut-être intervenir. Oui, merci, ou écrire dans le chat. Si vous pouvez, je vous prie de m'envoyer un petit message si vous ne voulez pas le parler maintenant ou le mettre dans le chat, vous pouvez m'écrire un petit message et je vérifie avec le directeur, je comprends que ça passe, ça peut passer et donc c'est mieux si je le gère au niveau des directeurs des pays. Merci.
on continue avec la suivante question. Merci. Voilà, il y a aussi un commentaire, une observation d'un participant qui demande, qui dit que la personne, il y a le point focal de passation au niveau du FIDA, qui demande des dossiers complémentaires. Il dit qu'on n'a pas la main pour introduire ces documents, bien ces informations complémentaires au niveau de Notus. Et la personne dit qu'elle ne sait pas si le problème est au niveau de Notus ou bien c'est un problème qui est à leur niveau. C'est-à-dire quand il y a une soumission, si j'ai bien compris, après le FIDA demande des documents complémentaires, bien des informations complémentaires, il n'arrive pas à les introduire sur Notus. D'accord, je comprends, d'accord. Une autre fois, je dois voir le dossier. Donc, si la personne qui a posé cette question peut, s'il vous plaît, me contacter, m'envoyer un petit message avec les numéros des dossiers, c'est possible peut-être que le directeur pays a besoin de comment on dit en français, a refresh. Rafraîchir doit être peut-être renouveler ses connaissances de Notus. Mise à jour. Mise à jour, c'est ça, merci. Merci. Oui, merci. Donc, oui, je dois vérifier avec les dossiers du pays en particulier. Merci. D'accord, je peux intervenir, c'est moi qui ai posé la question. Bien sûr. Vous êtes d'où? C'est la Côte d'Ivoire. D'accord, parfait. Donc généralement, quand la personne demande un commentaire, elle fait un commentaire et puis elle demande de donner des documents complémentaires, moi, je n'ai plus la main pour introduire ces documents que la personne demande. Oui, 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 je comprends bien sûr, parce que le dossier doit passer chez vous une autre fois. Donc, c'est bien que vous m'avez mis à jour. Donc, je prends contact avec le directeur et on va résoudre ce problème. Merci. D'accord. D'accord. J'ai une autre question. Alors, le participant demande s'il peut utiliser la liste de préqualification d'un autre projet pour un processus sur un projet. Donc, il veut utiliser la liste de préqualification d'un autre projet pour son processus. D'accord, merci. Oui. D'accord. Donc, dans ce cas-là... Au niveau de Notus. Donc, Non, donc, au niveau de Notus, ce qu'il faut faire, c'est bien l'avis de non-objection au directeur pays. Donc, vous ouvrez un dossier. Je ne sais pas maintenant quelle est la méthode, mais dans la méthode correcte. Et vous choisissez l'expression d'intérêt. Vous expliquez le cas, vous expliquez que vous proposez d'utiliser le système qui a déjà été utilisé, mais il faut que ça soit conforme aux règles nationales. C'est-à-dire que normalement, pour pouvoir utiliser un processus passé, il faut que certains critères soient reconnus, comme par exemple combien de temps a passé entre la première qui a été déjà faite et la vôtre, qu'une recherche de marché a établi que la première recherche est encore valide, etc., etc. Donc, ça dépendra aussi des règles internes que vous avez. Mais pour le FIDA, il n'y a pas de problème. Merci. Il y en a d'autres, Autre question. Alors, la quatrième question, c'est le participant demande en cas de processus infructueux et sur le système de non-objection, le système Notus va rester en suspens alors que le projet est-ce que le projet doit resoumettre une autre soumission, faire une autre soumission ou bien comment faire dans le cas d'un processus qui est infructueux? Oui, dans un processus infructueux doit être conclu et donc c'est vous
par exemple, à l'ouverture des plis ou par exemple à la réception des plis, vous n'avez rien reçu, donc vous le mettrez dans le dossier en répondant au stage où vous êtes dans le dossier pour que le directeur pays clôture le processus et après vous en ouvrez un autre. Oui, il peut le rejeter, non? Oui, le directeur pays fera rejeter, il ferme, oui, il ferme le processus et veut commencer de nouveau. Exactement. Merci. On continue. Oui, j'ai une autre question sur Notus également. Alors, si le processus a été soumis à une évaluation a priori et l'avis de non-objection sur le contrat, en cas de révision du contrat, comment faire? Est-ce qu'on crée un autre dossier ou bien… Oui, d'accord. Donc là, vous avez raison, le participant qui a posé cette question, maintenant le dossier termine avec la soumission du contrat signé. Ce qui se passe s'il y a des amendements, etc., c'est que le même dossier ne peut pas être utilisé. Donc, il faut ouvrir un autre dossier pour des amendements. Dans normalement, on choisit dans le dossier, on choisit non-passation parce que c'est qu'une requête de non-objection sur des modifications au contrat. Mais en 2021, j'espère on y arrivera, on fera des modifications à Notus pour que ça permet des amendements au contrat. Mais pour l'instant, on n'a pas cette fonction et donc vous devez soumettre un nouveau dossier. Merci. D'accord. Et la dernière question, bien la première, c'était de Abdoul. Au niveau de l'avis, lorsqu'on introduit sur Notus un avis de manifestation d'intérêt. Si j'ai bien compris, si je n'ai pas très bien saisi la question, il demande, il n'y a pas de main quand on introduit une demande de proposition. Mais là, j'ai noté que c'était M. Abdoul. Je pense qu'il peut peut-être expliquer un peu mieux le problème. Allô, M. Abdoul? Oui. Merci. Ma question, c'est si on introduit les résultats d'un avis à manifestation d'intérêt et qu'on a l'anneau, au niveau du notice, ça passe directement à évaluation technique. Oui. Donc, on ne peut pas introduire une demande d'avis de non-objection ou la demande de proposition elle-même à cette étape-là. Ok, je comprends. Là, c'est peut-être vous avez choisi, vous n'avez pas choisi bien le type de dossier parce que normalement, à la requête de soumission, le stage qui suit est la soumission de la soumission the RFP, sorry, Rim. De demande de proposition. Oui, la demande de proposition. Donc, vous avez requête d'intérêt et après, demande de proposition. Donc, si vous ne le trouvez pas, c'est possible que vous avez choisi le type dossier pour les consultants individuels. Là, c'est le seul type de dossier qui passe directement. Donc, si vous voulez, je peux vous aider. Si c'est que sur un dossier, vous voulez que je regarde et je vous donne mon avis, vous m'envoyez un message directement à moi avec le numéro de dossier et après je vous contacte. Merci. Ok, merci. D'accord, j'ai terminé avec mes questions et mes remarques de mon côté. J'espère, oui. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Merci bien à tous. Arim, Adjoul et à tous les participants. Aujourd'hui, on a eu un atelier plein de participants. Oui. Il y avait une préoccupation sur les anneaux du FIDA, sur Notus. Le caractère qui est un peu limitatif pour donner beaucoup plus de précision. Je ne sais pas si ça a été retenu parmi les… Oui, parmi les questions déjà posées, si vous voulez aussi partager le nom du pays dont vous êtes, je peux mettre à jour le directeur du pays
sur cette question. Merci. Ok. Vous êtes de quel pays? Niger, Chaibou, Magaji, D'accord. Niger. Parfait. D'accord, très bien. D'accord, donc merci bien à tous. Et on va se revoir après-demain. Vendredi, oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que là, on a dépassé un peu les 2 heures. Donc, on se revoit le 29. Le vendredi. 26. À lundi. 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 Ah. Donc, Marie-Claire, on se revoit le lundi 29, n'est-ce pas? Oui. Si, et bon appétit à nos amis malgaches. Oui, c'est les Malgaches qui font leurs vacances, ont pris le 26, donc on se revoit, oui, pardon, on se revoit le 29 avec les méthodes de passation. Ok, merci, au revoir. Merci, bonne journée, merci Rim, merci Julia. Merci, bonne journée.